La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis, bienvenue à tous sur le parquet de la Radio Off. Vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket, pour cette quotidienne FM NBA. Non, nous ne sommes pas de FM NBA, nous sommes dans The Big NBA Show. C'est l'émission longue FM NBA, c'est tous les matins à partir de entre 6h et 8h du matin. Nous sommes la nuit, voilà, il est presque minuit du côté de Paris, 23h moins 4 du côté de Douala où je me trouve, et du côté de Paris il est presque minuit. On va présenter les panélistes rapidement qui sont présents pour le podcast, pour l'enregistrement de ce podcast qu'on va diffuser donc lundi dans la journée. On va commencer par accueillir Missy dans The Big NBA Show. Bon retour Missy, ça fait un moment, on est content de t'avoir avec nous. Bon, je vais devoir y aller, puis... tu restes pas? On a le doc qui est avec nous. Le doc, tu es là? Allô, le doc, tu es là? Ouais, ça m'arrive. Ah non, là, il est au téléphone, là. Le doc, il est au téléphone. Le doc est au téléphone. Le doc, tu es au téléphone et on entend ta conversation. Faudrait que tu coupes le micro. Voilà, le doc il a coupé le micro. Missy, bienvenue. Le doc il va nous rejoindre quand il aura terminé. Bienvenue Missy sur le parquet de la Radio Off. Comment vas-tu? Ah, ça va, on est là. C'est vrai que je vois mes fatigues combatives. J'ai le sourire. Mais on a des raisons de pas être content ce soir dans The Big NBA Show. On va revenir dessus. On a des raisons d'être content. Alors l'émission de ce soir, on va la diviser en deux parties puisqu'on va faire on va faire un retour sur les derniers événements de ces playoffs qui ambiancent nos soirées, nos nuits. Du côté d'Orlando, on va la diviser en deux parties. La première partie, ce sera la partie déception. Voilà, on a des choses à dire de la partie déception, les déceptions, nos déceptions de ces playoffs NBA pour ce deuxième tour, en tout cas de ces playoffs en général, on va dire ça comme ça. Et la deuxième partie, ce seront, on va appeler ça nos certitudes, pour ne pas dire on va pas parler de nos moments de joie, sauf Missy peut-être avec les Celtics, mais on va parler de nos certitudes. Nos certitudes, ce sera dans la deuxième partie de ce talk show. On a le doc qui est avec nous. Le doc qui est là. Le doc, bienvenue sur le parquet dans The Big NBA Show. Comment vas-tu? Oui, bonsoir tout le monde. Désolé, je bon. Oui, ça va. Allez, début de semaine moyen, mais ça le fait. On est heureux de te savoir avec nous. Le Doc ONP. On va enchaîner donc avec cette analyse de ces matchs, de ces playoffs NBA, avec les déceptions dans la première partie et les certitudes dans la deuxième partie. On va commencer par... Missy qui a une petite pensée peut-être pour ce talk show. Missy. Oui, une petite pensée, c'est pour la fondation des Celtics qui a promis de donner 25 millions sur des projets pour l'égalité des chances, pour toutes ces choses-là. On sait que les joueurs des Celtics comme Jason Tatum, Jaylen Brown sont énormément investis sur ces questions. C'est bien, cet argent va exister pour aider plein d'initiatives. Il faut vraiment que cette situation qui est là, où tous les jours, ou tous les 2 jours, un noir meurt, il faut que les choses puissent se transformer en positif. Et que ces débats soient abordés de manière beaucoup plus sereine qu'elles ne le sont aujourd'hui. Il ne passe pas une semaine sans une ou plusieurs affaires de quelqu'un qui était tué par la police. On réouvre même de vieilles affaires qui avaient été classées, alors qu'on sait très bien que c'était des violences policières.
Et donc, nous sommes là. Bon, ben, tout ce que les franchises, la NBA a toujours fait, ses franchises, tout ce qui peut être fait pour tirer la jeunesse vers le haut. Parce que c'est aussi par l'éducation, par tout ça, qu'on permet aux jeunes de réussir. Parce que avec tout ce qui est en train de se passer, le Covid, l'avenir est très incertain. Ouais. Et tout le monde ne réussira pas dans les sports, voilà. Ouais. Merci Missy pour cette belle pensée. Ça me permet de penser aussi à coach Radar qui est du côté de Boston d'ailleurs, qui est régulièrement avec nous sur le parcours. On lui envoie un gros big up ce soir dans The Big NBA Show. On lui envoie notre salut. Allez les amis, enchaînons rapidement avec nos déceptions. On a des coups de gueule à pousser sur le parquet de la radio dans ce talk show. On va commencer rapidement. On va aller du côté de cette conférence Est avec ces Celtics de Boston, cette série qui oppose les Celtics de Boston aux Raptors de Toronto. On rappelle que la série est à 3-2. 3-2, donc les Celtics qui mènent donc dans cette série. Alors très concrètement, je vais aller rapidement je vais foncer dans le vif direct en vous précisant clairement mon ressenti. J'avais déjà partagé une partie de mon analyse dans les quotidiennes. Pour ceux qui suivent les quotidiennes tous les matins, vous savez un petit peu, j'analyse régulièrement je fais régulièrement les après-matchs pour vous donner mon ressenti par rapport aux séries. Et concernant la série qui oppose les Celtics aux Raptors, on a un sentiment véritablement assez ambigu, assez bizarre. En tout cas, moi, personnellement, je l'ai. Je sais pas si vous me confirmerez si de votre côté c'est la même chose. On a un sentiment bizarre. Lorsqu'on a suivi la série, lorsque cette série a démarré, on n'était pas, je pense pas, sur le parquet de la radio. Il y avait personne qui était positionné pour dire que les Celtics allaient dominer les Raptors, ou alors que les Raptors allaient dominer les Celtics. On avait une certitude, c'est que cette série allait être vraiment disputée et qu'elle irait certainement au bout de cette match. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas envie de dire que la série n'ira pas au bout de cette match parce qu'il y a encore le match 6 à jouer, ça va se jouer demain, il me semble. Ça demain, voilà. Ça se joue demain, voilà. Et la série est à 3-2. Alors, ce qui me choque personnellement, c'est le niveau de jeu des Raptors de Toronto dans cette série, qui est, de mon point de vue, inacceptable compte tenu de la production de cette équipe l'année dernière. Alors j'entends déjà les pourfendeurs parler de l'absence d'un certain Kawhi Leonard, etc. Mais avec tout ce qu'on a vu cette saison, voilà, avec tout ce qu'on a vu cette saison régulière, on était quand même en droit d'avoir des certitudes concernant cette équipe des Raptors qui a démontré des grosses qualités dans le sweep qu'ils ont réalisé face aux Nets de Brooklyn et un visage totalement différent face aux Celtics de Boston où on a clairement le sentiment d'une impuissance caractérisée dans cette série. Mis à part le match 5, le match 4, excusez-moi, mis à part le match 4 où on a vu des Raptors, ce match 4 qui a été gagné, qui a mené la série à 2 partout, où on a vu des Raptors avec un shoot alléluia de OG Anunoby à la fin. On n'a pas la sensation d'avoir une équipe véritablement une équipe capable de regarder les Celtics les yeux dans les yeux. On a beaucoup de choses à dire. Moi, je vais commencer. On a l'option numéro 1. Je vous donne je vous parle de ce qui me dérange. On a l'option numéro 1. L'option numéro 1, on l'est connue, c'est Pascal Siakam. L'option numéro 1 ne dépasse pas les 20 points en moyenne dans cette série. Pour moi, ce n'est pas normal compte tenu de ce qu'on a pu voir la saison dernière avec un Pascal Siakam qui tournait à plus de 20 points en moyenne sur une série de playoffs. Et cette année, il atteint pas, je pense même pas qu'il est à 17 points de moyenne. Il faudrait que je regarde très précisément. Pascal Siakam n'est pas au niveau. Serge Ibaka est toujours sur le banc. Serge Ibaka est sur le banc.
Marc Gasol, je sais pas pourquoi il est titularisé. Chris Boucher n'est pas utilisé. Nick Nurse n'exploite pas à fond ses remplaçants. Ce n'est que dans le Game 5 qu'on a vu Nick Nurse donner un peu plus de 10 minutes à ses remplaçants sur cette série. Norman Powell est complètement méconnaissable. Norman Powell, c'était mon factoriste du côté des Raptors. Il est complètement méconnaissable. Je ne pensais pas le voir à ce niveau de jeu. Le seul élément réconfortant du côté des Raptors, c'est Kyle Lowry pour moi. Kyle Lowry qui est le joueur qui a un niveau de jeu. Il est dans ses standards, Kyle Lowry. Et c'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Donc je vais laisser Missy s'exprimer et après le doc qui va s'exprimer. Missy, qu'est-ce que tu veux dire sur les Raptors? Alors les Raptors sont exactement le miroir des Celtics, mais moins pire. Ils ont exactement le même problème, ces deux équipes. C'est que même les Celtics, il y a problème. Parce que quand vous menez 2-0 et vous êtes là au moment de mener 3-0, si on regarde ces séries-ci, telles qu'elles sont jouées, les Celtics doivent déjà même avoir, il doit y avoir au pire 4 ans déjà, en 5 matchs. Cette affaire-là aurait dû être bouclée. Le problème, c'est quoi? Les Celtics, on les voit un peu mieux que les Raptors. Parce que les Raptors sont très brouillons. C'est une équipe qui est très brouillonne. Et ce qui les dessert, c'est la variété ce qui les dessert, c'est la variété de leur potentiel. Quand vous avez beaucoup de gens qui peuvent faire tout, c'est dangereux. Parce que, en fait, dans un match, en playoff, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin de désigner les gens. Qui fait quoi? C'est primordial. Si vous voulez aller au bout des playoffs, il y a des franchises qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ils ont fait ça des années, ils ont gagné des titres. L'exemple type de ça, au cours de ces dernières années, ils ont jamais réussi à faire ils ont jamais réussi à faire des back-to-back. Ils en ont fait. C'est les Spurs. Les Spurs, ils ont acquis une certitude, c'est que quand ils viennent sur un terrain, ils vont s'en tenir au plan. Or, les Raptors sont capables d'amener un plan de jeu. Et maintenant, dites-vous bien une chose. Le fait, moi je l'ai toujours dit dans toutes les émissions, je le rappelle, le fait que vous gagnez ou vous perdez, c'est pas la même chose, mais pourtant c'est la même chose. Quand vous gagnez, questionnez votre part de responsabilité dans la victoire. Quand vous perdez, questionnez aussi votre part de responsabilité dans la défaite. Donc ça veut dire que quand vous regardez une vidéo que vous avez perdue, il faut pas vous dire j'ai perdu uniquement parce que l'adversaire était meilleur que moi, mais j'ai perdu aussi parce que je n'ai pas fait ce qu'il faut. Quand vous gagnez, ne vous dites pas que j'ai gagné parce que j'étais meilleur que l'adversaire. Dites-vous bien que parce que l'adversaire n'a pas fait ce qu'il faut. Les 2 matchs perdus par les Celtics n'ont pas amené la frustration chez eux. Les 2 matchs perdus par les Celtics, ils sont partis à la vidéo, ils ont vu qu'ils n'étaient pas dans l'intensité. Parce que quand vous voulez gagner quelqu'un, il faut l'attraper à la gorge. Et c'est anormal que dans ce Game 5, les Raptors ont marqué 11 points dans un premier quart-temps. Ça veut dire que le premier quart-temps, il y a combien de minutes? C'est 12 minutes par quart-temps. Il y a presque 12 minutes. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas marqué 1 point par minute. C'est quand vous faites le film, vous le voyez comme ça, cette équipe est désordonnée. Pourquoi? Parce que Marc Gasol est fatigué. Il est vieux, hein. il est vieux et usé. Fatigué. Non, c'est pas une question qu'il est vieux. C'est pas une question même qu'il est vieux.
Bon, c'est un fait, hein. On va pas se cacher, c'est un fait, il est plus tout jeune. Il est plus jeune. Vas-y. Mais il a enchaîné. Il a enchaîné avec une Coupe du Monde. Et puis, ce qui s'est passé aussi, c'est que, comment dire, les Raptors ont cru bon de se dire, bon, on va le reposer. On le sortira à un bon moment pour les playoffs. Et sauf que quand vous ne jouez pas beaucoup, l'automatisme ne revient pas. Vos lacunes ne se voient pas quand votre équipe est bonne. Mais quand l'équipe ne joue pas bien, tout se voit. Quant à ce qui est du cas Pascal Siakam, je vais juste raconter une chose dans ce Game 5 où ils ont été laminés dans le dernier match où ils ont perdu. Savez-vous qui c'est qui a marqué le premier panier du match? Vas-y. C'était Jalen Brown. Jalen Brown a marqué un premier tir à 3 points. Dans le Game 4, il n'en mettait pas une dedans, il était mal au poids. Qu'est-ce que les Celtics ont fait? Ils l'ont fait mobiliser. Votre joueur, quand il n'est pas bon, il faut appuyer sur lui. C'est ça que les Clippers sont partis faire avec Paul George. Il faut mettre votre joueur dans les conditions pour qu'il soit servi, la balle vienne à lui. Si vous dites que Siakam est la première option, Siakam doit être mis dans les conditions où il peut prendre les tirs, il peut faire tout. Vous lui demandez de faire tout. C'est le même Siakam qui a coulé peut-être dans le dernier match. C'est lui, le match de avant, il avait été le meilleur, il avait marqué 24 points et tout ça. Chaque match, c'est une remise en question permanente. Le problème, c'est ce que ne font pas les Raptors. Ils vivent sur le fait que Nick Nurse est un bon coach, aussi bon coach soit-il, mais il doit voir les erreurs. Brad Stevens est aussi un bon coach. Donc Brad Stevens, quand il va voir à la vidéo, il va regarder que Jalen Brown a été catastrophique. Et puis, le problème qu'ils ont avec les Celtics, on a parlé de ça déjà dans les émissions, c'est que les Celtics font une course de relais. Tu connais le principe de la course? Oui. C'est qu'au final, on se passe le témoin. Jalen Brown, il va être bon en première mi-temps. Et au troisième quart-temps, qui tu retrouves tout le temps? Le même fameux Jason Tatum. Et entre-temps, qui tu trouves? Le chef d'orchestre qui est là, il fait juste ce qu'il faut. Parce qu'il est content, Kemba, d'être là. Kemba, il n'avait jamais joué autant de matchs de playoff et en gagné autant. Il est content, il est au bon endroit, au bon moment. Dans le game. Vas-y sur les points clés des Raptors, après le doc va réagir. Vas-y. Qui c'est qui a rameuté les troupes dans le game 5? C'est Kemba Walker. Et le mauvais comme avec Orlando, c'est que n'ayant pas de public, on entend tout ce qui se passe avec les Raptors. Cette dispute entre Kyle Lowry et Serge Ibaka fait tâche. Ah ouais, c'est grosse. De vestiaire. Quand vous disputez devant un adversaire, il sent bien que vous ne respirez pas la sérénité. C'est là où il doit venir encore plus appuyer sur votre tête. Ouais. On va faire réagir le Doc ONP. Le Doc, tu es là? Le Doc qui est avec nous? Allô, le Doc ONP? Allô, le Doc? Allô, le Doc? Voilà. Comment tu réagis à tout ce que tu as entendu sur les Raptors? Comment est-ce que tu réagis? Oui, c'est une série, tu vois, on est tous surpris, on est même un peu déçus, comme tu disais. Oui. Toronto nous propose pas ce qu'ils ont l'habitude de faire. Moi, au-delà de ça, j'ai même l'impression à des moments que ce n'est même pas Boston qui les fait déjouer. C'est ça qui me fait le plus mal. Parce que je verrais dans Boston, ils font des erreurs qu'ils font pas, ils sont pas agressifs comme ils ont pu l'être à des moments. Ils ont eu une chance énorme qui les a relancés avec ce tir à la dernière seconde, à demi-seconde, dernière demi-seconde. Mais au-delà de ça,
Je m'attendais, toi tu as dit on s'attendait à une série serrée en 7 matchs. Moi je suis honnête, hein, je voyais Toronto prendre 4-2. Hein. Moi je voyais même Toronto ne pas atteindre le 7e match. Hein. Je voyais Toronto plier ça en 4-2 au début de la série. Après plus la série allait, même à 2-0 pour Boston, je faisais partie de ceux qui se disaient ne pas sous-estimer le cœur du champion, il y aura 7 matchs. Oui, Et c'est pas fini. Peut-être que ça va tourner, je n'en sais rien, parce que Boston a cette particularité avec ces jeunes-là aussi, de parfois lâcher là où il faut pas, au moment où il faut pas. Ils ont mûri, certes, mais on a vu Boston souvent lâcher au moment où il fallait pas. Hein. Ils se tirent une balle dans le pied avec ce tir de Anunoby qui fait 2-1. Mais c'est ça que je dis là. Boston va peut-être même me faire les hommes, mais moi, ça me fait mal de voir un Toronto qui nous propose ça. De la part de Toronto, je t'avoue que je m'attendais à plus. Déjà, je m'attendais à nettement plus parce que c'est Toronto. Hein? Si tu devais signaler ce qui t'a le plus déçu de Doc Onpi, si tu devais pointer du doigt ce qui t'a le plus déçu dans cette série du côté des Raptors, tu citerais quel aspect? Qu'est-ce que tu citerais? L'intensité. Du côté de Toronto avait, en fait, c'est même pas trop il y a l'intensité certes, mais Toronto avait cette particularité de toujours trouver la solution, même quand le jour où Van Vliet ne va pas bien, Anunoby, vous avez vu le match l'autre jour, c'est Anunoby qui fait la différence, mais ils avaient au moins 2 joueurs qui portaient l'équipe, un peut-être qui portait plus que l'autre, mais ils ont toujours eu une solution. Il y avait toujours la solution. Ils sont comme Boston. En fait, c'est tellement des équipes qui se ressemblent que moi, j'avais plus le côté défensif était avantage Toronto pour moi. C'est 2 équipes qui se ressemblent terriblement. Mais moi, je pensais que Toronto, avec Marc Gasol et la présence de Ibaka en sortie de banc, et entre Siakam et Anunoby, c'était la défense qui aurait déjà limité Jaylen Brown, limité Tatum, et pas forcément limité Kemba. Parce que pour moi, les plus dangereux qu'on a identifiés de la saison et dans la bulle, c'était Tatum 1 et Jaylen Brown, son lieutenant, et Kemba était en patience. On sent que Kemba laissait le jeu venir à lui sans forcer. Il a laissé les petits éclore et que de temps à autre, il peut prendre feu. Mais non, moi, Toronto a juste une chose. Excuse-moi, je vais juste te couper pour donner une petite stat pour expliquer ce que tu dis. Le match hier, le 5 entrant de Boston a scoré 93 points. C'est juste pas possible qu'un 5 entrant ait pu scorer autant de points. Voilà, tu peux continuer. Et en plus, il y a une particularité hier, Jason Tatum n'a même pas eu à forcer sur son talent. Je pense que même moins de 20 points. Et Jaylen Brown, qui n'avait pas encore mis 20 points dans toute la série, a pris le relais. Mais ça, c'était aussi une caractéristique de Toronto. Sauf que Toronto, pour moi, avait une meilleure défense. Pour moi, Toronto, à tout moment, Van Vliet peut te faire le match, Siakam peut te faire le match, et Van Vliet et Siakam en même temps, Kyle Lowry et Ibaka peuvent sortir un gros match. Ils avaient toujours la solution offensive. Mais j'ai l'impression que là, à part Kyle Lowry, qui se démenait comme un vrai patron, mais comme un chien, ça n'a pas suivi. Van Vliet a dit après le premier match, on n'a pas été assez agressif dans notre jeu. On n'a pas mis d'impact physique. On croyait qu'il l'aurait fait, mais ça n'a pas suivi. Ça n'a pas suivi. C'est comme s'il y a un malaise au sein, en interne. C'est pour ça que je dis, ce qui me fait le plus mal pour Toronto, c'est que j'ai même pas l'impression que Boston est en train de les faire déjouer. J'ai l'impression qu'ils déjouent eux-mêmes. J'ai l'impression que Boston fait son boulot comme prévu, sans rajouter. Boston fait son travail offensif. Ce sont des matchs à moins de 110 points, à moins de 210 points. Rare est, je ne sais même pas si une équipe a atteint, à part hier, 110 points. Ça se joue en moins, donc ça se joue au détail. C'est-à-dire qu'il faut absolument défendre dur et trouver le mec chaud qui va vous rencontrer, qui va vous faire changer dans le momentum ou bien vous donner l'avantage dans le momentum. Et c'est ce qui se passe, mais sauf que Toronto n'a jamais eu cet avantage en monde. Toronto est toujours en réaction depuis.
Ils sont pas en action. Même quand ils vont chercher leur victoire, ils sont menés et ils réagissent. On dirait que c'est Boston qui fait le tempo de cette série. Et donc, c'est ça qui me déçoit un peu, mais la série n'est pas finie. Dans la bulle, tout est possible. Moi, je le disais encore il y a 2 semaines au début des playoffs. Même une équipe menée 3-0, c'est pas fini dans la bulle. Il n'y a pas d'avantage du terrain. Quand on fait une remontada de 3-0, de 3-1, comme Utah ait pu se prendre, c'est très violent quand tu as au moins un match sur ton parquet ou 2. Mais là, il n'y a pas de parquet. Tu peux mener 3-0 et tu te liquéfies, l'équipe en face prend 3 victoires consécutives aussi, comme toi tu l'as fait. Parce que vous êtes en terrain neutre. Donc, je me dis, c'est la seule bonne nouvelle pour Toronto, c'est qu'ils ont déjà pris 2 matchs. Pourquoi pas un 3e? Et après, dans un game 7, ce qui se passe se passe. Houston a failli être parti dans un game 7. Houston, c'est à la dernière minute qu'ils plient leur game 7. Denver plie son game 7 à la dernière seconde, carrément. Oui, mais c'est ça. Donc je me dis, et même quand on abordera les autres séries, c'est la bonne nouvelle pour Toronto, même les favoris. Ce soir, les Lakers pouvaient être menés. Hier soir, les Clippers pouvaient être menés. Ils étaient menés de 8 points dans le 4e quart-temps. Donc, il y avait même 12 points. Hein. Je pense que tout est possible et que Toronto on aura à faire un game 6. J'espère avec plus d'impact, avec des mecs qui ont l'envie de réagir, parce que le statut de Pascal Siakam le pousse à réagir. Il l'a fait pour revenir à 2-2, mais il va devoir faire un gros match dans cette série pour montrer à ses détracteurs, voilà pourquoi je suis All-Star titulaire. Il va devoir, Kyle Lowry le fait, Pascal va devoir suivre, et Van Vliet qui postule toujours à un poste de All-Star parce qu'il commence à monter au fur et à mesure, ils vont devoir réagir. Ce trio-là, parce que Ibaka, je trouve qu'il fait son boulot. En sortie de banc, il est dans les 17 points, 10 rebonds tantôt, 8 rebonds, 7 rebonds, mais il sort du banc. Et je sais même pas, comme tu dis, pourquoi Nick Nurse ne le met pas dans le 5. C'est pas comme si en face, ils ont des mastodontes. En face, il est bon, mais il faut un mec mobile. Gazon ne leur apporte pas dans cette série ce qu'il doit apporter. Donc pour moi, déjà, Ibaka doit commencer le match. Micro Missy pour la sortie. Le Doc NP, vas-y vers la conclusion. Donc tu disais, donc voilà, je pense qu'on. Non, mais pour moi déjà on a des avis, on a des avis. Perte de temps est Ibaka doit commencer le match. Ouais. Pour moi, là, il faut commencer par là. On a des avis de toutes les façons qui se rejoignent. Missy, rapidement, après on enchaîne avec les Bucks. Vas-y. Non, juste rapidement, un truc qui est bon dans cette série, pour l'instant, c'est un duel de meneurs, mais pas vis-à-vis comme ça. Ça se joue pour l'un entre Kemba et Kyle Lowry. Et ben, c'est ces deux-là c'est pour moi les 2 personnes qui sont les plus lucides dans cette série. En tout cas. On enchaîne. C'est sur eux maintenant que les décisions peuvent être bien prises. On enchaîne les amis, on reste dans la conférence Est pour parler de notre déception, hein. C'est les Bucks de Milwaukee les amis, hein. Et je ne sais pas si vous faisiez partie de ceux qui s'attendaient à voir le 8 les plier à ce point, voir les Bucks carrément marcher au sol, le genou à terre pour arracher un match. J'aurais jamais parié pour ce type de série. C'est incroyable ce qui se passe du côté des Bucks. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Commençons par le Doc. Le Doc, comment est-ce que tu l'expliques cette série? Comment est-ce que tu expliques les performances des Bucks? On pensait les Bucks prêts pour le titre NBA. Il n'en est quasiment rien du tout. Rien n'est acheté aux Bucks. Hein. Ils ont quand même un futur double double MVP et meilleur défenseur de l'NBA. Ils ont une belle équipe, mais définitivement les Bucks ne sont pas prêts pour le titre. C'est pas l'impression qu'on avait en saison régulière. Le Doc, comment tu expliques un peu qu'est-ce que tu peux donner comme début d'explication, on va dire ça comme ça. Le Doc. C'est une équipe qui, j'ai l'impression que
ils ont beaucoup compté sur... Le dernier match me donne raison, ils ont beaucoup compté sur un seul mec. Et ils ont beaucoup compté sur un seul mec sans savoir que ils sont là grâce à leur équipe et non à un seul mec. Certes, c'est le leader, c'est lui le most valuable player parce que sans lui, il n'y a même plus d'équipe, mais ils ont trop compté, ils n'ont pas su leur valeur à eux. Et on a vu les prémices déjà contre Orlando. On dirait que il y a un truc qui ne marchait pas, qui s'est cassé moralement. Et après, bon, Orlando était tellement démuni de trop de joueurs qui sont passés. Ils ont lâché un match contre Orlando. On s'est dit, bon, une équipe peut lâcher un match au passage. Mais la suite a montré que les inquiétudes étaient peut-être justifiées dans le sens où, quand on voit comment ils sont perdus contre une équipe qu'ils ont battue dans la bulle. Hein. Vous vous rappelez, ils étaient menés de presque 20 points à la mi-temps. Le match dans la bulle en saison régulière. Et Giannis et Middleton avaient fini à 11 points à la mi-temps. Ils ont fini à 33 points chacun. Ils avaient fait une deuxième mi-temps de fou. Et bon, une équipe qu'ils ont battue comme ça, ils avaient trouvé des solutions. Mais là, j'ai l'impression que c'était Giannis, sauve-nous, si tu n'arrives pas, nous ne pouvons rien. Et pourtant, la fois où Giannis est out, ils se rebellent et ils arrivent à gagner ce match. Certes, les 19 points de Giannis ont été un peu comme les 11 points de Kevin Durant dans le fameux Game 5 à Toronto l'année dernière. C'est grâce à ces 19 points qu'il s'en sort, même s'il n'est plus là. Mais la réaction collective et la réaction d'orgueil a montré que c'est dommage que depuis le début, on n'ait pas vu ça. Oui, cette réaction a montré que c'était vraiment dommage parce que c'était tout simplement une façon, pour moi, ce qui s'est passé, c'était une façon de montrer qu'en fait, depuis on pouvait. Ouais. Depuis on pouvait. Pourquoi à ce moment-là, juste Miami, c'est vrai que Miami nous a confirmé et on avait un doute sur la jeunesse de Miami en play-off. Mais ce que Tyler Hero fait, il n'a même pas joué demain. Il est même bien crevé là. Il a un problème, je sais pas où là. Mais ce qu'il fait dans cette série, c'est incroyable. On oublie que le mec, il est rookie. Ouais. On oublie qu'il est rookie. Donc on voit ce que c'est ces jeunes, parce que c'est Duncan Robinson, c'est des mecs comme ça, sophomore, Tyler Hero, rookie, c'est eux qui sont en train de faire la série. Hein. Butler ne fait que son boulot de leader à pousser quand il faut avec Dragic. Et c'est pas comme s'ils mettent tous les matchs plus de 25 points. Ils se permettent de faire des matchs à moins de 20 points. Mais les Bayo, ils n'ont que des sophomores ou des rookies qui font le boulot. Et c'est ça qui me tue. On se disait qu'on a un doute. À l'instant qu'on voit Miami jouer compact et physique comme ça, et moi j'en connais qui disent déjà Miami sont même les favoris de cette conférence. À l'instant T. Mais ils sont favoris parce que Milwaukee leur permet aussi. On va pas me dire que c'est juste Miami qui est trop fort. Milwaukee leur permet à l'instant d'espérer. C'est Milwaukee qui leur permet ça. Et je trouve ça dommage. Parce que les Bucks, à la base, ces Bucks-là, peuvent mieux faire. Et doivent mieux faire. Et ce n'est pas quand ils sont dos au mur, tout près du sweep, qu'on voit une réaction comme ça. Ce sont les playoffs. Ouais. Ce sont les playoffs. Après, comme je le disais, hein, c'est la bonne nouvelle pour tout le monde. Moi, je ne vois pas assez d'impact de Bledsoe. Il peut mieux faire et il doit mieux faire. Middleton a montré que quand on lui confie les rênes, voilà, il n'a pas à attendre Giannis. Il doit dire à Giannis, j'ai vu Middleton gronder sur Brook Lopez, qui est un vétéran par rapport à lui. Gronder Brook Lopez l'autre jour parce qu'il n'a pas donné la balle. Mais après, ils se sont tapés dans la main, ils sont allés au charbon ensemble. J'ai vu Brook Lopez faire entrer ses tirs et aller bagarrer. Un peu à ce rebond qu'il fuit tellement parce qu'il est toujours à la périph' avec ses 2,20 m. On ne sait pas pourquoi. J'ai vu Bledsoe aller chercher des contacts
parce qu'il n'est pas droit, il n'est pas en réussite du tout, d'aller chercher des contacts pour mettre l'équipe adverse en faute collective. J'ai vu pas mal de choses qui font que je me dis, aujourd'hui, je pense que Giannis va quand même forcer sur une jambe, mais il va forcer pour juste apporter de l'impact ou bien de la dissuasion. Il va pas jouer longtemps. L'attaque physiquement. Avec cette cheville, ouais. Vas-y. Donc j'espère vraiment que la bonne nouvelle pour eux, comme je disais, c'est nous sommes dans la bulle. Ils n'ont aucun déplacement à Miami. C'est le même terrain vierge, c'est le même terrain neutre. Pourquoi pas enchaîner une victoire, prendre 1-1 et se dire c'est 3-2 ce soir, peut-être mettre la pression sur un 3-3 et après voir. Ça va être très compliqué parce que Miami, mais ils l'ont fait. Ouais, presque. Même sans Giannis, Giannis va leur apporter ses 15 points et 10 rebonds ce soir. À eux de faire le reste. À eux de faire le reste, même si moi personnellement je suis encore très pessimiste. On va écouter Missy sur ces Bucks de Milwaukee. Une véritable déception aussi pour toi, Missy, les Bucks. Hein. Ben, les Bucks, on revoit aussi par rapport à l'année dernière où ils menaient 2-0. Les Bucks, c'est mental aussi. Pas uniquement physique, on va pas me dire qu'ils ne peuvent pas. Il y a une part de mental dedans, qui est dedans, qui doivent travailler, qui ne travaillent pas assez. Quand quelqu'un vous domine, que vous regardez une vidéo, il faut faire les choses simples pour venir le déborder. Bon, maintenant, alors corps défendant, c'est que en saison régulière, on l'a bien vu, il suivait du tir, tout tombait dedans. Beaucoup de choses tombaient dedans. Quand vous vivez du tir, ça tombe dedans. C'est un danger de vivre du tir. Ils ont deux problèmes. Le tir duquel ils ont vécu et ils ont le problème de l'homme providentiel. Et ça, je peux vous dire, toutes les franchises qui ont gagné des titres n'y ont jamais recouru. Mais même eux, les Bucks, quand ils gagnent le titre avec Jabbar, il y a quand même une très belle équipe des Bucks. C'est pas uniquement Jabbar. Bon, c'est vrai que Jabbar, il est connu. Mais il faut éviter deux choses. L'homme providentiel. Parce que quand vous vivez de l'homme providentiel, déjà, les playoffs sont physiquement durs. Une blessure peut intervenir et tout ça. Ils ont l'autre problème, c'est qu'ils ont des shooters à 3 points qui mettent pas dedans. Moi, par exemple, quelqu'un comme Kyle Korver. Kyle Korver, si je me demande, bon, est-ce que c'est vraiment bien de l'avoir dans votre équipe? Quand c'est quelqu'un qui prend, qui prend du 3 points sur une attaque placée, quelqu'un qui ne peut pas créer son propre tir. Il est là aussi le problème des Bucks. Beaucoup de joueurs, ils ne peuvent pas créer leur propre tir. Et Bledsoe, il ne peut pas tout lui-même non plus, il a un problème, puisque moi, Bledsoe, demeurant, on peut bien l'aimer. Je trouve que c'est quelqu'un qui au fil du temps, pas énormément progressé. Bledsoe est en question. Quant à ce qui est de Middleton, depuis le début des finales, on ne lui nie pas le fait qu'il soit All-Star. Tout le monde peut être. C'est sa constance qui n'est pas bonne. C'est en fait, vous ne pouvez pas vous dire comme Middleton, je suis All-Star et être... Bon, son dernier match était pas mal quand même. Il a suppléé l'absence de Giannis sur le dernier match, Middleton. Oui, mais on vous demande pas, on parle pas du dernier match. On vous demande d'être dans un bon niveau. Ça veut dire qu'il y a deux choses. Il y a deux choses. Quand vous êtes un joueur, vous êtes soit un bon défenseur, on se dit, vous ne prenez pas les tirs, vous ne pouvez pas marquer. Donc, on va vous compter sur votre défense adverse, ou sur votre défense, et puis pour limiter l'adversaire. L'autre deuxième chose, si vous n'êtes pas un bon shooter, vous devez être un bon attaquant. Donc, vous devez être l'un ou l'autre. Mais, au bout d'un moment, ce qui fait que beaucoup d'équipes gagnent, c'est la répartition des points. C'est que vos coéquipiers vont en mettre dedans.
hier, on va parler de ça à l'Ouest. Ce qui se passe pour les Nuggets, c'est qu'ils ont cessé d'en mettre. Pendant ce temps-là, Kawhi et Paul ont fait le travail, sans compter Lou Williams qui a été là aussi un peu. Ça veut dire que vous devez avoir les gens qui doivent supplier tout, surtout votre banc. Quand vos titulaires ne vont pas, votre banc doit être là. Ça veut dire que c'est une compensation. Middleton, s'il ne fait pas ses 28 points, s'il fait peut-être 20 points ou des 15 points, eh ben, les autres 15 points doivent être compensés. Vas-y, on va enchaîner. Vas-y, on va enchaîner. C'est que, juste une chose, on les voit mal parce que Giannis, bon, quand vous regardez un peu, même l'année dernière au championnat du monde, Team USA avait fait ça sur lui. Maintenant, les défenses sont assez bien sur lui. Il est trappé par les défenses, donc on évite la pénétration au cercle. On lui laisse quelques... En tout cas. Et cette équipe de Miami me rappelle un peu défensivement une équipe qu'on avait beaucoup aimée à l'époque. Ça, c'était une finale. C'était les Détroits en 2004 face aux Lakers. Jamais personne ne voit les Lakers perdre. Merci pour la passe. Merci pour la passe, Missy. On va passer justement à la conférence Ouest avec ces Lakers de Los Angeles et ces Rockets rapidement. Il reste 15 minutes. On va quand même en parler. Le Doc One P, les Lakers face aux Rockets de Houston. Comment est-ce que tu commentes cette série? Une série avec des certitudes. Bon, c'est vrai, on a un Russell Westbrook qui nous fait du Russell Westbrook. Alors, on a un Russell Westbrook qui nous rappelle aux mauvais souvenirs des pires moments de Russell Westbrook. Hein. On va commencer par écouter le Doc et après Missy. Le Doc, cette série, les Lakers face aux Rockets, des certitudes du côté de ce tall ball versus small ball, on peut dire ça comme ça, et des incertitudes. En tout cas, le small ball et les Rockets qui défendent, hein. Ils défendent bien, en tout cas, ils défendent très très dur, hein. Face à ces Lakers qui ont de grosses certitudes et les Lakers qui sont toujours favoris en tout cas dans cette série. Hein. Oui, les Lakers sont favoris depuis le début, mais on a une confrontation. Hein, je vais te dire, Houston peut se dire, hein, il est plus lucide, hein, que c'est un match qui aurait été serré avec juste un Westbrook moyen. Il fallait qu'il soit moyen. Parce que je vais vous dire, au premier match, il met 23 points ou 22, je sais plus. Mais déjà, son match n'est pas terrible, mais il les met. C'est-à-dire qu'il arrive à trouver des solutions et des paniers à faire entrer des tirs. Donc, mais la seule différence au premier match, c'est que les deux stars des Lakers n'étaient pas au rendez-vous. Donc, si les deux ils étaient au rendez-vous, mais pas comme dans le Game 2. Donc, si les 4 stars de chaque équipe sont au rendez-vous, on aura toujours des gros matchs. On aura toujours des matchs serrés, c'est-à-dire que le côté favori des Lakers ne va que se matérialiser par le résultat. Celui qui aura vu le match dans le contenu saura que Houston affiche une très belle opposition. Là, je peux dire que du côté des Lakers, ils sont conscients, comme LeBron disait, ça joue vite, et que la tête du snake, la tête du serpent, c'est Russell Westbrook. C'est lui qui impose un rythme assez rapide et un playmaking assez fast. Donc, ce qui fait qu'ils veulent couper la tête du serpent. Comme LeBron James disait, il faut couper la tête du serpent pour être sûr qu'il puisse en sortir. Surtout que Harden a un jeu où le jour où il est à droite, c'est incontrôlable. Parce que tu me diras, Harden mettait 39 points sur ce match-là, les Lakers auraient tremblé. Mais le jour où c'est pas à droite, donc, mais par contre, il y a un qui, normalement, a besoin d'une adresse moyenne. On ne demande même pas d'être très à droite à longue distance parce que c'est quelqu'un qui peut aller en pénétration rapidement et faire jouer d'autres joueurs en toute rapidité. Mais Russell Westbrook, il a un peu de têtu, c'est-à-dire comme beaucoup de grands joueurs. Moi, je tape sur lui parce que c'est la mode là sur les réseaux sociaux, mais beaucoup ont raté leur match tel qu'il a fait. Finalement, ce jour-là, il avait même pris pas mal de rebonds, presque 14 rebonds, un truc comme ça, ou je sais plus.
Il avait pris des rebonds. Ce sont ces points qui ont manqué à son équipe. Mais n'oublions pas que Eric Gordon avait pris le relais en mettant plus de 20 points. Il a mis 23 points, un truc comme ça sur ce genre-là. Donc, à la base, Westbrook, Houston a pêché au niveau défensif et Russell ne devait même pas en faire beaucoup. Il devait pas, en fait, on se moque de lui parce que c'est Russell Westbrook et qu'on attend plus de lui. Et que sans lui, cette équipe ne va aller nulle part. Mais, je vais vous dire, dans les autres années, ces Rockets, il y a eu des séries où Chris Paul a raté son match complètement. Ça les a fait empêcher de se ressaisir, ou bien Harden lui-même. Donc ce soir, on va voir. Moi, j'ai une intime conviction que, comme je l'ai toujours dit, là où peut-être je peux avoir un début où je peux me dire je me suis un peu trompé, c'est sur Denver, mais je me suis toujours dit celui qui va prendre les Rockets entre les deux équipes de Los Angeles, l'équipe qui va prendre les Rockets va avoir un désavantage pour la finale de conf. Parce que pour moi, les Rockets vont faire souffrir l'équipe qui va tomber contre elle. Donc, ce sont les Lakers. Mais finalement, je vois que Denver, on en parlera peut-être après, mais Denver affiche, on a vraiment les 4 meilleures équipes de l'Ouest là, en présence, parce que Denver montre que c'est Denver sans Will Barton en plus. Il montre, et avec un Gary Harris qui revient de blessure, il montre que c'est Denver. Donc, c'est la bonne nouvelle pour les Lakers, parce que je peux vous dire que je pense que Houston va encore prendre au moins un match. Je dis bien au moins un match dans cette série. J'espère pas 2 pour les Lakers, parce que pour moi, déjà, ce soir, ce n'est pas un tournant. Parce que dans une bulle, comme je le disais, ce n'est pas un tournant à 2-1, on peut revenir à 2-2. Mais, pour les favoris que sont les Lakers, vaudrait éviter d'être menés 2-1, quand même. Vaudrait même que ce soit eux qui dirigent la série. C'est toujours intéressant, quand tu es favori, de diriger la série, comme les Clippers ont fait. De diriger la série, de dire au moins on mène, si ils égalisent, on essaye de prendre. Mais être mené 2-1, ça veut dire s'exposer à 3-1. Et là, c'est un autre genre de pression. Ouais. Ici, on va rester avec les certitudes, avec les Clippers cette fois. Ici, les Clippers face aux Nuggets. Des certitudes avec une équipe des Clippers qui maîtrise leur sujet, hein, il faut le dire, même si on le sait, les Nuggets ont réussi à arracher un match. Mais on l'a vu, on a vu des Clippers sur le dernier match, Missy, avec ce nouveau style de contre à un doigt de Kawhi Leonard. Les Clippers qui maîtrisent cette série. Les certitudes des Clippers, Missy. Ils vont pas épuiser beaucoup d'énergie quand même. Je vous donne un petit à nos auditeurs, je vous donne un petit exercice. Essayez d'attraper la balle d'une main et que quelqu'un vous prenne en photo. Vraiment. Faites le centre du cache. On verra. C'est très compliqué. Alors quand c'est un doigt qui contre une balle, moi j'avais jamais vu. Mais avec Kawhi Leonard, on le sait capable de tout. Quand vous savez que quand quelqu'un est tellement sûr de sa force, celui qui a, comme Paul George l'a dit, il a dit lui, il est fidèle à lui-même. C'est le même, moi, il faut que je me mette au niveau pour l'aider. Paul George est en train de prendre conscience de ça. D'ailleurs, un peu dépressif, il était. Donc, la bulle, ça déprime, hein. Il faut pas croire qu'ils sont dans cette bulle, tout va pour le mieux. Les familles sont arrivées là un petit peu, les coachs, ils n'ont pas eu droit à la famille. Bref, les familles sont arrivées là, on voit un peu ce monde-là. Mais ça fait 2 mois qu'ils sont dans un huis clos. Dans un huis clos, vous êtes entre la chambre et le terrain. Et les petites salles de musculation qui sont dans l'hôtel, vous ne voyez personne. On parle ici en France, le nombre de Covid a beaucoup augmenté. Le Tour de France, je raconte juste une petite anecdote très rapidement. Il y a Bernal, donc l'ancien vainqueur du Tour de France. Eh ben, on l'a découvert avec une coupe bizarre parce que il est parti, ils n'ont pas le droit d'aller au coiffeur n'importe où, donc il a fait ça lui-même. On s'est moqué de lui. Mais par contre, la NBA, ils sont dans la... Ils ont un barbershop. Ils ont un barbershop à l'intérieur. Dans un barbier, dans un coiffeur. Ça, donc pour revenir au... Tout ça aussi que ça va pour le mieux. Donc... Les certitudes des Clippers, mais aussi il faut féliciter les Nuggets quand même.
Les Nuggets qui sont quand même très courageux dans cette série. Et on a dû l'aider avec un préparateur mental. Celui qui gagnera ce titre, il n'aura pas d'astérix. Il n'aura pas d'astérix. Je dis, on ne peut pas mettre l'astérix. Parce que ça, ceux qui sont en train de vivre dans cette ville et de tout ce qui est en train de se passer, c'est pas une vie normale et c'est plus compliqué. Vous n'êtes pas simplement en train de gérer le terrain. Vous êtes en train de gérer On clôture cette série, Missy, les Clippers face aux Nuggets. Tu vois les Clippers terminer cette série ou tu vois les Nuggets résister un peu? Oui, les Nuggets vont beaucoup résister, mais une chose qu'on dit, Jokic est extrêmement bon. Il faut juste que bon, Beverly, on connaît son légendaire trash talk. Mais par contre, là où ils sont parvenus plutôt à faire un petit quelque chose, c'est sur Jamal Murray. Il va falloir que Jamal Murray en fasse beaucoup plus. Jamal Murray et Jokic, c'est un duo. À défaut d'être un trio, puisqu'il leur manque des joueurs comme Barton, ils sont un peu diminués. Je pensais le voir meilleur défensivement pour Millsap. Il faut dire qu'il y a les questions d'âge aussi qui sont là. Il est un peu moins bon Millsap qu'il y a quelques années. Et donc, en fait, quand on regarde cette série, on a l'impression que quand ça se joue à rien, le match est gagné par les Clippers. En fait, si vous voulez, pour que Denver gagne, il faut qu'il domine les Clippers. Or, les Clippers sont très très difficiles à dominer. C'est tout le problème de ça. Pour gagner, il faut qu'ils les dominent. Les Clippers n'ont pas besoin de ça. Les Clippers, ils ont besoin de se dire, si le score est proche, si le score est close, tout près, nous, ça peut être pour eux. Et c'est exactement ce qui s'est passé hier. Les Nuggets sont extrêmement bons, mais ils sont dans ce moment où... On va clôturer. Mais ils savent pas prendre les matchs. On va clôturer. Close the game. On va clôturer cette émission avec les 3 points. On va citer 3 points d'amélioration, les 3 attentes. On va citer 3 attentes pour la suite de ces playoffs. Je vais commencer par le Doc, après Missy et moi-même, je vais clôturer. Le Doc ONP, les 3 attentes les plus fortes pour ces playoffs. Si tu devais citer tes 3 attentes les plus fortes, ce seraient lesquelles? Les 3 attentes? Ouais. Oui, mais on attend cette finale de conférence à l'Ouest, qui s'annonce comme la finale peut-être avant l'heure. On se disait que les Raptors et les Bucks peuvent menacer l'une des équipes de l'Ouest, là. On se disait clairement que sur une série, les Raptors ni les Bucks n'ont pas peur ni des Clippers, ni des Lakers, mais on voit un petit peu par rapport à ce qui se passe que finalement, voilà. Mais après, les deux souffrent. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a de la souffrance même de la part de tous les favoris. Tous les favoris sont en la bataille pour avoir gagné l'avantage du terrain n'a servi à rien, comme on peut le voir finalement à cause de la bulle. Donc, c'est terrain neutre, tout le monde joue. Donc, si tu devais citer donc les 3 attentes, tu citerais quoi le retour? Tu attends quoi le retour? La première attente, le retour de Giannis, c'est plutôt un souhait. Si on me dit, j'ai bien envie que les Bucks prennent le Game 6 et mettent la pression, et j'ai bien envie que les Raptors prennent le Game 6 et mettent la pression. J'ai envie d'avoir un Game 7 entre ces deux équipes, parce que je pense que ça va être époustouflant. Mais j'ai bien envie que les Bucks, moi c'est mes 3 trucs, parce que et la finale de conférence attendue là. Mais si tu me dis avant d'atteindre la finale, j'ai envie que tous les favoris souffrent, que Denver mette la pression, que Houston mette la pression, que pareil, que les autres. J'ai envie que finalement dans cette demi-finale de conférence, on ait au moins des Game 6-7 partout.
Ce sont tes grosses attentes. à regarder des matchs pendant 6 mois. En tout cas, on a bien compris. Tu veux voir plus de matchs. Missy, tes 3 attentes. Tu commences par la première. Quelle est la première attente? Alors, mon attente, c'est surtout de voir un meilleur Russell Westbrook. Et le problème de Russell Westbrook, c'est qu'il n'est pas dans le rythme. Parce qu'il a été blessé. Russell Westbrook, c'est quelqu'un qui est dans l'intensité. Plus le match avance, plus il est là, plus il est dans l'intensité. Mais quand il a si peu joué que ça dans cette bulle, vous pouvez pas, quelqu'un qui a peu joué, vous pouvez pas miser sur lui. Maintenant, il va falloir faire aussi un peu de jeu. La deuxième attente? Le laisser dans l'intensité. La deuxième attente? Bon, la deuxième attente, j'ai pas vraiment plus d'attente, mais ce que je souhaite à tous ces joueurs, c'est justement que, avec tout ce qui se passe actuellement, c'est des joueurs qui sont pressurisés. Je leur souhaite à tous de ne pas perdre pied mentalement. C'est les gens qui seront les plus résistants mentalement. C'est pas facile. Ils sont dans cette bulle. C'est pas facile puisque même LeBron James, même LeBron James, il a dit. Que les playoffs puisse continuer et que ces joueurs-là puissent garder une santé mentale importante. Même LeBron James l'a dit avec les Lakers que ça sert à rien de faire venir par exemple ses gosses vu que son épouse l'a rejoint mais ses enfants il a pas voulu que ses enfants le rejoignent dans cette bulle. Je vous donne je parlais de LeBron James qui avait précisé qu'il tenait pas à ce que ses enfants le rejoignent dans la bulle. Je vous donne mes 3 attentes. Missy, je te rejoins avec l'attente. J'ai une grosse attente sur Russell Westbrook et les Rockets de Houston. J'ai une grosse attente sur Pascal Siakam et les Raptors de Toronto. Et voilà, ça c'est les 2 grosses attentes que j'ai. Un réveil des Raptors, j'ai vraiment envie qu'ils aillent au moins à 7 matchs et qu'ils nous fassent mentir du côté d'Orlando. Je l'ai dit, un réveil de Russell Westbrook et pourquoi pas un match de Jamal Murray à 50 points. Ça fait un moment que j'en ai pas vu, à 40 points. Je parierai pas là-dessus, mais pourquoi pas un gros match de Jamal Murray face à Kawhi Leonard. C'est possible les amis. Allez les amis, voilà, c'est pour ça que je voulais avoir votre avis. Ça permet de varier un petit peu les approches et c'est comme ça que ça se passe sur Radio Hall of Fame Basket. Je veux vous remercier d'avoir participé à ce talk show. On va commencer par le doc. Le doc, merci d'avoir été connecté avec nous, c'était un plaisir. Oui, autant pour moi, comme d'habitude. Et on se dit à la prochaine. Hein. À la prochaine. À très bientôt, j'espère. Donc, jeudi, je pense. À très bientôt, le Doc One P. Même jeudi, on pourra se connecter, il n'y a pas de souci. Merci au Doc One P dans NBA No Limit avec le Doc One P. Merci, c'était un plaisir. Missy, c'était un plaisir aussi de t'avoir de retour sur le parquet et on se dit à jeudi. Oui, une petite pensée que j'aimerais avoir, c'est pour Serena Williams. Elle est encore en course pour un 24e titre. C'est son 53e quart de finale qu'elle va disputer demain. 100 victoires sur le court central d'Arthur Ashe. 105 victoires à l'US Open. Hier encore, elle était menée carrément dans ce 3e set. Elle a débriqué, fini par gagner 6-3. C'est une vraie battante. Elle a profité du confinement pour se mettre bien. On peut tout simplement lui souhaiter que peut-être elle peut aller au bout. Voilà. Elle se battra. Merci Missy. C'est bien pour les jeunes. Voilà. Merci Missy pour cette grosse pensée pour Serena. Moi aussi, ça fait plaisir. On va clôturer cette émission. Voilà, c'est terminé, on n'a plus de temps. Il faut qu'on clôture les amis.
On va donner rendez-vous à nos auditeurs pour les prochains talk shows édition longue. Ce sera jeudi avec NBA No Limit. Vous pourrez rejoindre, bien entendu, vous pourrez vous reconnecter avec nous dès le lendemain pour la quotidienne du matin pour le résumé des matchs de la nuit. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Merci Missy, merci Doc NP, merci Missy. À la prochaine. C'était Oncle Phil le basket pour cette post-talk show version longue de Big NBA Show. Je vous dis à la prochaine. Ciao les amis. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.